Première conférence dont le thème est la loi Egalim sera-t-elle au service des territoires? Alors, pour rappel, mais pour la plupart d'entre vous, vous le savez déjà, à partir du 1er janvier 2022, la loi Egalim exigera que les structures de restauration collective s'approvisionnent à 50% en produits durables et de qualité, dont 20% en bio. Alors, la restauration collective est-elle prête aux échéances fixées par la loi? Quelles sont les solutions pour atteindre les objectifs fixés par Egalim? Et comment faire de la restauration collective un outil de transition de l'alimentation des territoires? Cédric Prévost, bonjour. Vous êtes le sous-directeur de l'accompagnement des transitions alimentaires et agroécologiques à la Direction générale de l'alimentation. Sylvie Doria, bonjour. On est un peu chez vous aujourd'hui. Vous êtes présidente du réseau Restoco, directrice également de la Caisse des écoles du 17e arrondissement de Paris. Tout au bout, Adeline Thévenin, soyez la bienvenue. Bonjour. Vous êtes chargée de mission environnement et cadre de vie au pays Perche Sartois. C'est une structure qui regroupe des collectivités locales, 85 communes, et vous avez mis en place donc sur votre territoire une démarche pilote. Vous nous raconterez justement comment sur votre territoire vous essayez de faire de la restauration collective un moteur de cette transition alimentaire. Et puis donc également à vos côtés, vous êtes venu avec un représentant de l'une des communes de ce groupement, c'est Vincent Godefroy. Bonjour, vous êtes élu à la commune de Lambron, donc nous sommes dans la Sarthe. Tout au bout, Pascal Volin, chargé de mission alimentation et cuisinier formateur. Vous êtes, vous, Pascal, spécialisé dans la formation des cuisiniers et dans l'installation de produits bio locaux en restauration collective. Vous faites partie de Bio Centre Val-de-Loire. Et puis, pour la petite histoire, vous êtes aussi cofondateur d'un collectif qui s'appelle Les Pieds dans le Plat. Et ça va peut-être vous intéresser, mais sachez que Pascal Volin est ancien chef de cuisine dans un collège dans le Loiret. Voilà, vous avez donc cette expérience vraiment, vous, terrain, que vous allez nous remonter. Et puis également expérience terrain qui sera très précieuse ce matin avec vous, Philippe Muscat. Vous êtes directeur du restaurant interadministratif de Lyon, un restaurant collectif qui actionne plusieurs leviers pour rentrer dans le cadre de la loi Egalim. Vous nous direz justement comment vous travaillez au quotidien. Voilà. Cédric Prévost, il est peut-être nécessaire de rappeler justement un peu à ce moment-là précis quels sont les objectifs de cette loi Egalim. Alors oui, en effet, vous avez dit qu'il y a un objectif. Cet objectif, c'est 50% de produits durables et de qualité, dont 20% de produits bio. Et de quoi parle-t-on précisément? Alors dans cet objectif, on retrouve plusieurs catégories de produits qui doivent rentrer dans l'approvisionnement pour être comptabilisés au sens de la loi. On y trouve évidemment les produits issus de l'agriculture biologique, y compris les produits issus des exploitations en conversion. On y trouve également les signes de la qualité et de l'origine. Donc on y trouve ce qu'on appelle les SICO dans le jargon, à savoir les appellations, les labels rouges, pour ne citer que les principaux. Et puis on y trouve également les nouveaux labels officiels. Enfin, ils ne sont plus tout à fait nouveaux, mais en tout cas ils sont en fort développement. C'est notamment les labels qui ciblent en fait des modes de production plus respectueux de l'environnement. C'est notamment la haute valeur environnementale, avec de ce point de vue-là à la fois la mention haute valeur environnementale et puis la première marche qui est la certification environnementale de niveau 2 qui dans la loi Egalim a été acceptée dans les 50% jusqu'en 2029. On trouve également d'autres catégories qui sont moins connues, c'est notamment le logo des régions ultra-périphériques pour valoriser notamment les productions qui viennent d'outre-mer et puis l'écolabel pêche durable pour les produits de la mer. Il y a une dernière catégorie qui, elle, se distingue des autres parce qu'elle n'est pas liée à la qualité du produit, ni à son mode de production spécifiquement. Elle renvoie en fait au cahier des charges et à la façon dont un acheteur va rédiger son cahier des charges. C'est la catégorie qui concerne la prise en compte des externalités environnementales liées au cycle de vie, je l'ai dit en entier. Et donc, aujourd'hui, ce sont les critères qui ont été fixés par la loi Egalim. Cette loi Egalim, au-delà de cet objectif, il y a des sous-jacents. Le sous-jacent, c'est qu'à travers ces catégories, on valorise des produits qui viennent évidemment de modes de production respectueux de l'environnement, favorables à la santé, mais également avec un ancrage territorial, avec un encouragement pour s'approvisionner en produits issus de projets alimentaires territoriaux, par exemple, avec l'idée que derrière, il y a une reconquête pour que l'offre alimentaire se tourne vers la restauration collective, qui est de ce point de vue-là, localement, un rapprochement entre offre
et demande alimentaire, et que de ce point de vue-là, on travaille aussi à la diversification des débouchés pour l'amont agricole et un meilleur positionnement par rapport aux revenus des agriculteurs. Alors aujourd'hui, on a la loi climat et résilience qui est venue changer les règles. Elles ont évolué. Je rappelle que la loi climat et résilience, c'est cette loi qui est issue de la Convention citoyenne et qui s'est traduite dans des engagements législatifs et qui a fait donc l'objet de débats parlementaires tout au long du premier semestre de cette année. La loi a été publiée au mois d'août et elle comporte de nombreuses dispositions pour la restauration collective. Encore une fois, comme pour la loi Egalim, ce sont les parlementaires qui, pour beaucoup, ont ajouté de nouvelles règles. Ça montre à quel point la représentation nationale est particulièrement intéressée par la restauration collective et que c'est au centre de notre pacte alimentaire national. Alors, ces nouvelles règles, elles focalisent sur 3 sujets. Le premier, c'est les fameuses catégories. Les catégories sont revues, ajustées. Premier point, on y inclut les produits issus du commerce équitable. Dans la loi Egalim, ce n'était pas une obligation, c'est un encouragement. Désormais, ça rentre dans le décompte des 50%. Deuxièmement, sur la certification environnementale de niveau 2, celle-ci était admise jusqu'en 2029. Maintenant, elle sera admise jusqu'au 31 décembre 2026. L'idée du législateur, c'est d'accélérer la transition vers la haute valeur environnementale. Et puis, une nouvelle catégorie apparaît. C'est une catégorie qui, encore une fois, est à la main de l'adjudicateur. Ce n'est pas une catégorie qui correspond à des productions, à des labels officiels. C'est l'adjudicateur qui, dans son marché, par rapport à son cahier des charges, va sélectionner des produits qui, principalement, correspondent à des performances en matière d'environnement et d'approvisionnement direct des produits de l'agriculture. C'est cette nouvelle catégorie qui a été introduite par les parlementaires et sur lesquels on va travailler, parce que pour nous, ça implique que beaucoup d'outils que nous avons mis en place dans le Conseil national de la restauration collective, et qui sont les outils pour accompagner, aider, mieux informer les acheteurs et les gestionnaires, eh bien, on actualise ces guides et qu'on intègre ces nouvelles catégories. 2 choses, et j'arrêterai là. Je vous en prie. La loi climat et résilience, elle focalise sur la viande, avec un objectif qui se rajoute aux 50% de produits durables et de qualité. C'est l'objectif en 2024 de 60% de viande et de poisson qui sont en valeur inclus dans les 50% et donc qui ressortent des catégories de produits durables et de qualité. Pour l'État et l'ensemble de ses opérateurs, entreprises, établissements, ça sera 100%. Une interdiction, pas de viande de synthèse. Elle n'est pas commercialisée en Europe, mais on sait qu'il y a des développements dans le monde entier. Et de ce point de vue-là, le législateur a voulu en parler. Je termine par un dernier point. Un focus dans la loi climat et résilience sur le repas végétarien et la promotion des protéines végétales. Et là, la pérennisation en milieu scolaire de l'expérimentation du repas hebdomadaire. Et puis, pour les collectivités qui le souhaitent, sur une base volontaire, une option quotidienne. Et cette option quotidienne, eh bien, elle démarre à partir de la promulgation de la loi. Pour l'État, en 2023, ça sera obligatoire. Donc voilà, j'ai essayé d'être synthétique, mais il y a beaucoup de choses. Vous l'avez été, en tout cas, Cédric Prévost, lorsqu'on lit ou lorsqu'on entend les témoignages de différents acteurs de la restauration collective, il y a ce sentiment parfois d'être un peu perdu. Aujourd'hui, justement, vous avez mis en place des outils pour aider la restauration collective, à la fois dans la compréhension et puis aller sur le chemin de la loi Egalim. Pour aller sur le chemin de la loi Egalim, il faut un balisage. Il faut au fond... au moins, je dirais, une aide pour savoir effectivement quel chemin prendre. Et il y a plusieurs directions possibles. Et de ce point de vue-là, c'est tout l'objectif que nous avons au Conseil national de la restauration collective, que nous avons mis en place avec tous les acteurs qui sont concernés en 2019 pour mettre en œuvre la loi Egalim. Et nous avons des outils d'information, de formation, des guides. Et on va plus loin maintenant avec Ma Cantine. Et Ma Cantine, c'est une plateforme numérique. C'est un site qu'on met en place via une start-up d'État et nous en sommes à une phase de test. macantine.gouv.fr, aujourd'hui en phase de test. C'est donc uniquement à destination de la restauration scolaire en gestion directe, mais l'objectif derrière, c'est d'en faire vraiment une plateforme gouvernementale à l'attention de toute la restauration collective, hein, c'est ça ? C'est exactement ça. Nous allons pas à pas, progressivement. On commence par le prioritaire, c'est le niveau scolaire en régie directe. Et puis, on étendra à tous les autres segments de la restauration collective peu à peu. Sylvie Doria, vous souhaitiez réagir ?
La restauration collective, la loi Egalim a été votée donc fin 2018. Donc le Conseil national de la restauration collective a commencé à mettre en place des outils en 2019 et les opérateurs n'ont pas attendu. Il y avait déjà des mouvements antérieurs à la loi Egalim et la loi Egalim est venue donner un cadre dont tout le monde s'est emparé et une vraie dynamique s'est créée. Donc la restauration collective a commencé à faire beaucoup d'efforts. Et on parle, deuxième point que je voulais signaler, on parle de la restauration collective. Ce n'est pas une entité uniforme. La restauration collective est composée de plein de secteurs, plein de métiers, assez hétérogènes. Donc vous avez des restaurations collectives et forcément des résultats qui sont inégaux. On parle beaucoup de scolaire, il n'y a pas que le scolaire, on parle moins des autres parce que c'est moins visible, mais vous avez tout l'hospitalier, le médico-social, l'entreprise. Donc des efforts ont été faits partout, une vraie dynamique a été lancée partout. Et puis est arrivée la crise du Covid. Aujourd'hui, on ne peut pas faire abstraction sans mettre complètement de côté tous les efforts qui avaient été lancés, toutes les initiatives. Les acteurs de la restauration collective ont vécu des temps très difficiles entre fermeture, réouverture, protocole sanitaire. Donc il y a eu non pas un arrêt, mais un frein. Des initiatives qui étaient en cours et c'est vrai qu'aujourd'hui les résultats seraient sûrement différents à présenter s'il n'y avait pas eu et s'il n'y a pas encore une incertitude, on est en train, et ce salon en est la preuve, de passer à quelque chose d'un peu différent et de revivre, mais aujourd'hui c'est le premier point qui fait qu'on met un bémol. Deuxième point sur lequel je voudrais intervenir, c'est ce que vient de réexpliquer Cédric, que nous avons donc suivi, accompagné, mais qui vient d'être voté, promulgué il y a 3 semaines. Donc la loi Egalim a été ajustée, amendée, je ne sais pas quel est le bon terme, mais des nouveautés viennent de sortir, elles ont 15 jours. Certaines sont simples, il suffit de changer un logo, d'intégrer un logo supplémentaire ou alors de revoir une date. D'autres sont plus complexes. Donc être prêt dans 4 mois, 3 mois et demi sur quelque chose qui n'est pas finalisé, c'est peut-être un petit peu compliqué. Alors plutôt que de faire une photographie en disant prêt, si la question c'est est-ce que toute la restauration collective ou toutes les restaurations collectives seront à 50%, dont 20% de bio au 1er janvier 2022, la réponse est clairement non. Maintenant, les restaurations collectives, pour certaines le sont, d'autres sont en route, tout est lancé, tout est à continuer et on va pouvoir réaccélérer sur un capital existant. J'aimerais vous faire réagir, Cédric Prévost. Sylvie vient de parler du 1er janvier 2022. On est bien d'accord que il ne faut pas être prêt au 1er janvier 2022. On a toute l'année 2022 pour justement aller sur le chemin des objectifs fixés par la loi. Alors effectivement, comme l'a dit Sylvie, il y a un événement majeur qui est intervenu entre la promulgation de la loi Egalim et maintenant, c'est effectivement la crise Covid. Elle a énormément changé les paramètres parce qu'elle a induit un ralentissement. Et dans ce que vient de dire Sylvie Doria, quelque chose que je retiens très fort, c'est une dynamique. Et la dynamique, elle préexistait avant la loi Egalim. La loi Egalim est venue, je dirais, graver dans le marbre cet objectif vers lequel beaucoup d'acteurs déjà tendaient. Maintenant, on a eu 1 an et demi un peu sous cloche, les énergies redémarrent, il faut intégrer ces nouveaux paramètres issus de la loi climat. Et donc effectivement, on sait très bien que le 50% ne sera pas atteint partout, dans tous les segments. Et encore une fois, la restauration collective, ça se conjugue au pluriel. Il y a beaucoup de segments avec des modèles économiques qui sont très différents. Donc on ne peut pas avoir les mêmes niveaux d'exigence. Maintenant, nous, notre modèle d'action, c'est celui de la concertation, c'est-à-dire qu'on continue de travailler avec tous les acteurs, ceux qui font la restauration collective au quotidien, comme Restocco, mais également l'amont agricole, les fournisseurs, donc d'avoir cette vision complète et systémique du secteur, et puis de travailler sur une logique d'accompagnement. Parce qu'on a besoin d'expliquer, on a besoin d'outiller pour aller vers cet objectif. Alors effectivement, au 1er janvier 2020 à 2022, on sait que les chiffres ne seront pas complètement sur l'ambition. Moi, ce que je note, c'est qu'avant la crise, on avait une dynamique sans précédent. C'est-à-dire que la loi Egalim avait soulevé véritablement un élan qui a mobilisé tout le monde. Et l'intérêt, c'était d'aller au-delà des pionniers. Et on a vu une prise de conscience de tous les acteurs. Et je trouve qu'ici, sur ce plateau, on a des témoignages qui vont être très intéressants parce qu'ils vont montrer comment différentes catégories d'acteurs se sont emparés de la loi Egalim et à différents niveaux. Et je trouve que ça, c'est très illustratif de cette dynamique.
C'est parfait, vous avez assuré la transition justement parce qu'on souhaitait sur ce salon également vous présenter des initiatives. Vous montrer justement et démontrer que la restauration collective est en marche et dynamique et donc avec plusieurs expériences, plusieurs initiatives. Alors la première, on va en parler avec vous, Pascal Volin, sur l'introduction du bio justement en restauration scolaire. Comment faire face avec un budget alimentaire constant? D'abord, c'est d'introduire des produits bruts, hein, et notamment des légumes. Donc travailler du légume frais. Et pour ça, il faut avoir une légumerie. Hein. Donc partout où il y a des cantines qui n'ont plus de légumerie, il faut absolument refaire des légumeries pour qu'on puisse avoir de la production faite maison. La production faite maison, c'est ce qui fait vraiment baisser le coût de la matière première, enfin le coût du repas. Globalement, c'est ça. Et puis aussi de réaliser des repas végétariens. Le repas végétarien fait vraiment baisser les coûts et aussi de diminuer le grammage des viandes lorsque c'est possible. C'est-à-dire la diminution du grammage de viande est compensée par des légumineuses. Et donc de cette façon, on peut avoir vraiment une réduction du prix du repas. Ensuite, je dirais qu'il faut aussi mettre des produits de grande qualité. D'une part, des céréales semi-complètes ou complètes, de mettre notamment donc des légumineuses, hein, lentilles, pois chiches, etc., des haricots. C'est-à-dire que les légumineuses, on les trouve sur nos territoires. Et puis aussi de travailler avec le GAB. Le GAB, c'est-à-dire le groupement agricole biologique. C'est-à-dire les gens qui vont avoir l'accès aux producteurs. Et donc les producteurs, si vous voulez, vous pouvez contracter avec eux ou alors vous pouvez faire une planification de semis pour avoir des légumes toute l'année. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à faire baisser les coûts, vraiment. Alors il y a des freins financiers, il y a des freins parfois de culture. Vous parliez justement des menus végétariens. Parfois, c'est pas souvent bien perçu en restauration scolaire. C'est parfois une contrainte. Comment vous arrivez à lever les blocages? Les blocages, ça vient en formant les personnels. D'abord, hein, c'est-à-dire il faut absolument sortir les cuisiniers de leur cantine pour aller les former, ou alors les former sur place directement. Pour qu'on puisse avancer, il faut vraiment lever ce levier de la formation. Et aussi, je dirais qu'il faut remettre du personnel dans les cantines. On n'a pas assez de personnel dans les cantines et il faut aussi motiver les gens en les payant. Les salaires actuels dans la restauration collective sont vraiment insuffisants. Et si vous voulez augmenter en qualité et en gamme, forcément, ça implique de faire rentrer du personnel. Si la restauration collective veut être à la place qui est la sienne, qui est sociétale, qui n'est pas uniquement, je dirais, au niveau de l'alimentation, mais aussi de l'accompagnement, elle a des besoins, évidemment. Je ne citerai pas le moyen financier, les besoins financiers en premier, on en parlera à la fin. Je citerai d'abord un besoin de temps, qu'on a déjà évoqué tout à l'heure par rapport au contexte, mais indépendamment de ce contexte de crise ou de ce contexte de modification, d'ajustement de la loi, quand on réinvente complètement une activité, on a besoin de temps. Ça ne se fera pas sans les hommes, donc ça a été dit, ça se fera avec les hommes, ça se fera avec des formations, on a besoin avant tout de temps. On a besoin également d'outils. On en a parlé tout à l'heure avec Cédric, des outils commencent à émerger, d'autres étaient déjà présents. Nous avons, nous, dans le réseau, un outil qui existe depuis 2016, qui s'appelle Mon Resto Responsable, qui fédère exactement les objectifs de la loi Egalim et qui est un outil formidable. Aujourd'hui, on a plus de 400 000 convives et 2000 restaurants engagés. Donc on a besoin d'outils, on a besoin de personnel. Vous savez qu'il y a des tensions, on en parle dans les médias, sur la restauration au sens large, et je ne vois pas pourquoi la collective serait en dehors de ce phénomène, épargnée. Donc on a besoin d'un certain nombre de choses. On a parlé d'investissement, de légumerie, on a besoin de tout ça. Et pour parler argent, pour finir sur le nerf de la guerre, il n'y a pas que l'argent. Vous pouvez donner beaucoup de budget à des collectivités qui n'auront peut-être pas les résultats escomptés. Mais il y a besoin d'un minimum. On ne peut pas faire tout ce travail-là si les budgets sont insuffisants. Je pense particulièrement au secteur hospitalier, où il y a des budgets qui sont faibles par rapport au scolaire. Et où, à un moment donné, et je pense qu'on en parlera au cours de la journée, si on n'a pas un budget sacralisé, sanctuarisé, minimum, on aura beau faire tout ce qu'on veut, mettre le dynamisme et l'humain et tous les outils que vous voulez, on va se heurter à un plafond de verre. Donc oui, il faut des besoins de tous ordres. Je mettrai le temps en premier.
tout le reste avec, et situation par situation, restauration collective par restauration collective, une concertation et des accords pour comprendre ce qu'il est besoin à minima, comme à la maison, pour pouvoir faire une restauration de qualité. C'est un changement culturel, c'est une vraie révolution dans la restauration collective, et ça a été très bien dit juste avant, c'est-à-dire à l'échelle d'une collectivité, c'est travailler sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, travailler sur la composition des menus, travailler sur l'organisation de la fonction achat, la formation des équipes en cuisine. Donc c'est tous ces paramètres qui doivent bouger en même temps. Et c'est vrai que tout ça, ça nécessite des accompagnements avec, effectivement, on le sait, des collectivités qui investissent dans ce domaine-là, sur la réponse en termes d'aide de la part de l'État. Ce que je tiens à signaler, c'est que dans le cadre de France Relance, il y a une prise de conscience que la loi Egalim, elle ne peut pas être mise en place au même rythme par toutes les collectivités. Il y a des collectivités qui ont des capacités qui sont inférieures à une grande métropole, par exemple. C'est notamment les communes rurales. Et la loi Egalim, notre objectif, c'est que toutes les communes avancent en même temps. Donc du coup, on a ciblé dans le plan de relance une aide spécifique aux cantines pour l'investissement, pour s'outiller, renouveler leurs équipements de manière à réintroduire du fait maison de la qualité. Et cette aide à la cantine, aux cantines des petites communes rurales, cette aide-là, elle est intégrée au niveau national par l'Agence des services de paiement. C'est une aide véritablement très simple, et s'il y a des élus dans la salle, si vous êtes éligible, regardez les conditions d'éligibilité, allez sur le site de l'ASP. C'est une aide qui est très simple. On paie sur facture un investissement jusqu'à 100% d'éligibilité. 50 millions d'euros, hein, c'est ça, de débloquer. Il y a 50 millions. Et je voulais juste ajouter une chose. On a parlé de légumerie. On a une autre aide dans le plan de relance qui est à destination des projets alimentaires territoriaux, dans laquelle les projets de légumerie sont éligibles dès lors qu'ils sont portés par un projet alimentaire territorial. Et là encore, c'est quelque chose d'assez majeur et qui rentre complètement dans cette dynamique. Oui, Sylvie. Oui, absolument, tout à fait. Cette enveloppe d'aide aux petites communes est quelque chose qui fonctionne, sur laquelle, là aussi, je reviendrai, c'est un peu un leitmotiv, avec une question de temps, parce que, vous l'avez dit, il faut faire des demandes, il faut avoir le temps, il faut avoir l'info. Restauco est en partenariat sur ce projet avec l'association des maires ruraux, dont des personnes sont sur le salon aujourd'hui. Donc, effectivement, je double l'appel de Cédric aux élus pour se rapprocher de l'association des maires ruraux. Et nous, chez Restauco, on peut aussi se rapprocher des équipes et en concertation arriver à monter les dossiers et aider ces communes. Et c'est quelque chose qui est très, très précieux. Alors on l'a entendu tout à l'heure, Pascal Volien nous le disait, hein, il faut aussi changer parfois ses habitudes. On voulait de nouveau revenir sur un exemple d'un restaurant collectif qui, depuis quelques années déjà, a entamé une vraie démarche pour, même avant Egalim, pour justement aller vers une restauration collective de qualité et durable. Il s'agit du restaurant interadministratif de Lyon. On a le directeur de ce restaurant avec nous, c'est Philippe Muscat. Alors vous, aujourd'hui, Philippe, en approvisionnement, vous êtes à 47% en produits sous SICO, dont 25% ou quasiment plus de 25% en bio, du bio uniquement français. Racontez-nous, qu'est-ce que vous avez mis en place pour y parvenir ? Ça fait pas si longtemps que cela qu'on est à 47%, puisqu'on était à un peu plus de 50% au début de l'année. Et quand on s'est penché sur le sujet, de façon précise avec mon équipe, on s'est rapidement aperçu qu'on faisait faute route. On était convaincus que les choses allaient changer, enfin en tous les cas on espérait, puisque nous travaillons énormément avec des produits qu'on pensait qui rentreraient dans la loi Egalim, mais qui en finalité ne rentreraient pas. Nous sommes sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, on travaille avec des produits qui ne sont pas dans les produits SICO, qui sont pas forcément, enfin qui sont des produits de qualité, mais qui ne rentraient pas dans les fameux 50%. C'est un peu le paradoxe, hein, c'est-à-dire que ce sont des produits locaux, mais qui ne rentraient pas dans le cadre de la loi Egalim. Tout à fait. Donc déjà, après cette prise de conscience, on a décidé de faire un point sur le contexte, et chercher des solutions à travers ces constats. Donc je précise aussi, on a certains producteurs avec lesquels on travaille depuis de nombreuses années, qui n'étaient pas qui sont en produits conventionnés. Et on ne leur a pas dit, on va vous quitter, au revoir, merci pour toutes ces belles années. On a fait le pari avec eux, l'avenir le dira en tous les cas,
de les accompagner. Nous, dans notre analyse, quand on dit 47, alors moi je ne dis pas 47, je dis 43 plus 4. Alors, pourquoi ? Parce qu'on a 4% notamment de produits qui sont sous signe de qualité en devenir. On ne va pas les abandonner sur le bord de la route. On parlait de HVE ça veut dire quoi, juste, vous avez passé un deal avec les producteurs, oui. En gros, en leur disant on vous laisse un peu de temps justement pour aller et pour produire une production sous SICO. Voilà. C'est ça, vous leur laissez combien de temps ? Tout à fait. Alors, on s'est donné rendez-vous là d'ici le mois de novembre pour faire un point sur la situation, puisqu'ils se sont engagés lors d'une rencontre sur le printemps à aller sur le niveau 2 HVE à terme. Donc, on va les accompagner. Ce qui est très important dans les constats qu'on a pu faire, alors j'ai pris quelques notes parce que c'est déjà, dans un premier temps, quand on s'est retrouvés, je vous dis, on a fait un recul de presque 30%, donc il y avait tout à reconstruire. Je précise aussi que donc on a un restaurant interadministratif, que l'ensemble des administrations est mobilisé. On a été sollicité et à travers différents rendez-vous, séminaires, visio, etc., pour être au rendez-vous l'ensemble de la restauration collective administrative, que ce soit avec la DGAL, M. Prévost disait qu'on se rencontrait souvent en ce moment, c'est vrai, avec la DGAFP, la DITP, et donc le sujet est pris vraiment très au sérieux, avec une volonté d'accompagner les restaurants. Et donc nous, dans notre petit coin, on a dit, on va déjà faire un point sur l'analyse. Alors vous l'avez dit, on était déjà engagé dans Mon Resto Responsable, qui est aussi un outil qui permet, alors il ne règle pas tout, mais en tous les cas qui ouvre des portes. Et on va parler, moi je parle beaucoup de parties prenantes, on parlait de coûts matières, etc. C'est toutes les parties prenantes. Et dans Mon Resto Responsable, on a cet accompagnement, cette analyse et cette ouverture d'esprit. La première des choses, c'est qu'on a décidé de faire une analyse de la situation à travers qu'est-ce que c'était que la loi Egalim. Évidemment, on parle des 50%, on parle du gaspillage alimentaire, etc. Et donc de faire ce que moi j'appelle un audit de structure. Qu'est-ce qui se passe dans notre restaurant, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on n'a pas, etc. Je l'ai évoqué aussi, ce qui est très important, parce que sauf si je me trompe, mais le propre de la loi Egalim, c'est déjà d'accompagner et de respecter les agriculteurs et les producteurs. Donc c'est de ne pas les abandonner, c'est de voir ce que l'on peut faire, de trouver des solutions. Ça, c'était notre point numéro 2, à travers l'état de la situation. Ne pas opposer les agriculteurs, on n'a pas cherché par exemple à tout passer bio. Alors ça pourrait être un autre débat. Certains prônent le 100% bio, mais que se passe-t-il si tout le monde va sur le bio et sur les conventionnels ? Alors, il faut un temps, il ne faut pas les opposer. Et il y a plein de paramètres. Le climat nous l'a rappelé au printemps aussi, à travers les gels et les inondations. Nous, on est dans notre petite structure frappés de plein fouet. On fait nos pâtes maison. Notre récolte de blé dur, elle est anéantie. Voilà. Il faut vivre et on voit la difficulté des agriculteurs. Ensuite, c'est la maîtrise des communications. On a constaté qu'il fallait communiquer. Il fallait communiquer en interne avec nos cuisiniers, parce que voilà, il fallait leur expliquer. Mais aussi, j'ai parlé de parties prenantes. Donc nous, on a un conseil d'administration, une commission de surveillance. Il a fallu expliquer. Et évidemment, un coût matière. Alors, ça aussi, ça peut faire débat, mais loi Egalim, produit de qualité, ça a un coût. Et il faut expliquer que le coût, une fois qu'il est identifié, qui et comment et quand ça va être pris en charge. Les convives, voilà, c'est leur expliquer pourquoi ça va augmenter et qu'est-ce qu'ils vont retrouver et quelles en sont les raisons. À la genèse, j'ai parlé aussi, normalement ça doit aller aussi pour les agriculteurs, etc. C'est toutes les parties prenantes. Et puis en effet, ce qui est très important dans la communication, c'était de mettre en avant des produits. Nous on a fait, alors je fais un petit clin d'œil puisque là tout à l'heure nous avons participé au Trophée de l'innovation. Eh bien on a voulu mettre en avant un produit sous signe de qualité qu'on fabrique maison. J'entendais monsieur tout à l'heure qui parlait du fait maison. C'est une valeur ajoutée aussi. Avec des protéines végétales, puisque nous sur le restaurant, je l'ai parlé de pâtes, on fait des raviolis végétariens maison, et donc on a eu cette chance d'être primé sur le trophée de l'innovation. Autre point, je l'ai évoqué, la maîtrise du coût matière, ça a été de restructurer. Alors je précise, nous ne sommes pas soumis aux appels d'offres publics, ça a des contraintes dans un sens comme dans l'autre, ça a des avantages, ça a des inconvénients, mais en tous les cas, dans notre démarche, c'était restructurer nos achats pour bien comprendre et aller vers l'essentiel. Ensuite, on s'est dit, OK, il y a plein de tableaux qui existent pour dire, voilà, tiens, on en est là. Okay. Et on s'est dit, mais comment on fait pour y aller là ? Et donc, on a eu l'idée, on s'est réunis en groupe avec mes adjoints et on a créé
dans une petite structure, un simulateur, c'est un tableau Excel qui nous dit, OK, à travers un produit, à travers des prix, à travers des volumes, à travers des familles de produits, quel pourcentage ça va m'apporter et quel coût je vais devoir supporter. C'est-à-dire que tiens, telle famille de produits, ça va me rapporter 10%, et ces 10%, ils se transforment en quoi en sonnant et trébuchant dans l'assiette. Ça nous a aidé à prendre des choix, des fois qu'on n'imaginait pas. On pensait aller à gauche, finalement on allait à droite, sur certaines lignes de produits. Donc ce simulateur, on a aussi souhaité optimiser. On parle souvent comment on fait. On a ce qu'on appelle un GMAO, donc on suit GPAO et GMAO qui fait les deux, pour pouvoir suivre parce qu'il faut pouvoir analyser. Donc on a tout identifié, tout créé. Alors la situation de Covid fait que moins de couverts, on a pris le temps aussi un peu plus pour pouvoir créer toutes les structures de produits. Ça c'est le point 4. Et le point 5, c'est la maîtrise des productions. Je l'expliquais, donc le fait maison, à ce sujet avec Restocco, le RIL porte le projet du fait maison et l'identification de la restauration collective, parce que le fait maison, on entend tous ce que fait le fait maison. On y a travaillé de façon très précise cette année avec une jeune fille qui était en licence alimentation santé sur mon restaurant. Et on s'est aperçu que derrière cela, il y a des décrets, etc. Et donc on a voulu donner à travers mon resto responsable, à travers le fait maison, à travers la loi Egalim, un sens et dire comment nous, le restaurant, mais à travers la restauration collective, on peut être reconnu. C'est-à-dire concrètement, c'est bien de dire qu'on fait du fait maison, sauf que il faudrait un décret, c'est ça, un décret pour la restauration collective, pour la reconnaissance du fait maison, comme ça l'est dans la restauration commerciale. C'est cela. Un point aussi important qu'on a identifié être une clé, ça a été évoqué aussi, c'est les formations. Les formations, j'aurais pu le mettre dans les communications. L'un des enjeux également de la loi Egalim, c'est de faire de la restauration collective un moteur de la transition alimentaire sur les territoires. Alors je crois que M. Musquet l'a parfaitement illustré. C'est-à-dire que le moteur de la transition territoriale, il se fait à travers le partenariat entre un restaurant, des gestionnaires, une cuisine centrale et des producteurs locaux qui vont les approvisionner. Et je trouve que ce qui a été décrit montre bien à quel point on peut, dans le cadre de cette révolution dont on a parlé, qui concerne les acteurs de la restauration collective, mais pour une partie aussi les agriculteurs et l'amont agricole. Et de ce point de vue-là, il y a un accompagnement qui est fait. Et je trouve que la façon dont ça a été décrit est particulièrement remarquable. On donne du temps, on ne casse pas la relation contractuelle, on donne le temps à l'agriculteur de rentrer dans un schéma qui correspond à une catégorie éligible à la loi Egalim. Là, il y a un exemple, c'était la certification environnementale de niveau 2. Et on sait qu'ensuite, il y a des marchepieds et une capacité à monter. On parle de transition. Une transition, ça prend du temps. Et c'est vraiment le sous-jacent. Je l'ai dit tout à l'heure, la loi Egalim, il ne faut pas être myope uniquement sur les objectifs chiffrés. C'est derrière toute une démarche qui est revisitée. Et on est particulièrement attentif à ça. Et donc, concrètement, nous, c'est les projets alimentaires territoriaux sur lesquels on mise fortement. Dans le cadre du plan de relance, je l'ai dit, on finance des légumeries à travers les projets alimentaires territoriaux, mais les projets alimentaires territoriaux, ils visent à structurer une offre qu'on met en relation avec la demande locale, notamment la restauration collective. Avec le plan de relance, cette année, c'est 151 nouveaux projets alimentaires territoriaux qu'on a financés. Et aujourd'hui, on est à 293 projets alimentaires territoriaux, qui sont labellisés, reconnus par le ministère de l'Agriculture. En 2017, on en avait moins de 20. C'est vous dire comment, sur ce volet de la territorialisation, on a considérablement accéléré. Alors justement, vous avez parlé, Cédric Prévost, d'un point très important, c'est comment rapprocher l'offre et la demande sur un territoire. Alors on voulait justement vous faire part d'un exemple avec le pays du Perche sartois. Adeline Thévenin, je rappelle, vous êtes donc chargée de mission pour ce pays du Perche sartois. On est vraiment au cœur de la Sarthe. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez mis en place sur ces territoires qui regroupent 85 communes une démarche pilote. Racontez-nous un petit peu ce que vous avez fait, parce que vous avez tenté de rapprocher les producteurs, les élus et la restauration collective. Alors à l'origine, sur notre territoire, qui est quand même un territoire à dominante rurale, a été menée une initiative en 2015-2016
qui s'est appelé Territoire Site Pilote, où le pays, en partenariat avec le département, la Chambre d'agriculture et le groupement des agriculteurs biologiques, avait lancé donc un appel à manifestation d'intérêt, où on sollicite les communes intéressées par ce sujet pour y participer. Et donc, suite à une forte participation des communes à ce sujet qui portait justement sur comment introduire des produits dits locaux, puisque c'était bien le sujet de départ dans la restauration collective. Donc ce projet, c'est une forte demande. Et pour le poursuivre, nous avons décidé donc de nous associer à donc justement l'outil qui a été parlé précédemment, qui s'appelle Mon Resto Responsable, et donc de le proposer à toutes les communes du territoire qui possèdent un restaurant scolaire, ce qui représente donc sur les 85 communes de notre territoire environ 60. L'avantage de cet outil, c'est qu'il permet à chaque commune en fait, de prendre part à cette démarche et en fait, de faire un état des lieux au regard de la loi sur son positionnement, quelle que soit la taille de la commune, puisque nous, on a des communes où il y a 12 enfants à la cantine et d'autres où il y en a 300. Donc il faut bien avoir conscience que les moyens techniques, humains et financiers, ils ne sont pas du tout les mêmes en fonction des communes. Et l'avantage de cet outil également, c'est qu'il permet de la concertation déjà à un premier niveau, qui est le niveau communal, à savoir que l'agent de cantine se retrouve intégré dans une équipe avec des élus, parfois la secrétaire de mairie, la DGS, puisqu'il y a quand même plusieurs catégories. Donc effectivement, il y a l'introduction des produits dits de qualité, mais pas que dans cette démarche. Et donc justement, la demande de départ qui était à introduire des produits dits locaux Ouais. ne veut pas dire de qualité. Donc ça, c'était un gros travail qui était à mener. Donc déjà par l'état des lieux fait par les cantines scolaires, on a pu identifier un certain nombre de points de blocage sur le territoire. Et donc pour lever ces points de blocage, il faut de la concertation. Alors là, la concertation, elle s'élève à Quels un autre étaient les niveau. points de blocage, rapidement? Alors par exemple, sur les produits bio, on n'est pas très fourni en producteurs bio sur le territoire. D'accord. Et les producteurs bio qui sont présents ont plutôt vocation à travailler avec les habitants plutôt que la restauration collective. En direct. Autre problème, étant donné qu'on est un territoire à dominante rurale, il est difficile parfois pour certaines communes de faire déplacer les producteurs étant donné le faible volume de commandes. Donc plutôt des problèmes dus à la logistique. Et donc pour répondre à ces problèmes, il faut qu'il y ait une entente entre les communes pour créer des circuits de livraison par exemple, pour que la commune, même la petite commune à côté d'une grande, puisse être livrée en produits bio par exemple ou dits de qualité. Donc pour ça, effectivement, on fait de la concertation d'abord au niveau communal pour identifier les problématiques de chaque commune. Et ensuite, on fait de la concertation à une autre échelle où on rassemble donc, par exemple, en mai dernier, on a organisé une rencontre sur le thème des circuits courts où on a effectivement réuni les acteurs de la restauration collective engagés dans Mon Resto Responsable, mais aussi des producteurs. Alors on n'a pas invité des producteurs à grande échelle, on en a choisi quelques-uns par catégorie de produits. Et l'idée était que ces producteurs viennent présenter également leur point de blocage aussi à pourquoi ils ne travaillaient pas avec la restauration collective. Lors de cette réunion, nous avons ensuite réalisé des groupes de travail réunissant à chaque fois un producteur et les équipes engagées dans Mon Resto Responsable, où l'idée était d'identifier les points de blocage, mais aussi les solutions qu'ils pouvaient trouver pour que tout le monde puisse avancer sur ce sujet et que la solution soit pérenne et pas qu'elle ne dure que quelques temps. Alors, donnez-nous un exemple de solution trouvée, justement. Et bien justement, par exemple, on a un territoire où il y a beaucoup de petites communes. Donc il y a eu une négociation entre un producteur et les jours de livraison étaient différents. Donc là, ils se sont entendus sur un jour de livraison commun, ce qui fait qu'une commune qui a 12 enfants à la cantine arrive désormais à se faire livrer en produits dits de qualité, alors qu'elle n'arrivait pas avant à faire déplacer, donc elle allait en grande surface. Voilà. Alors, ce qui est aussi intéressant dans votre démarche, dans cette démarche que vous avez pilotée, c'est que vous avez embarqué tout le monde sur le territoire. Vous avez embarqué les agents de la restauration scolaire, vous avez embarqué les producteurs et aussi les élus. C'est parfois pas forcément toujours évident. Les élus ne sont pas forcément toujours ni à l'écoute ni concernés par cette thématique. On va entendre justement l'un des élus de votre pays, du Perche sartois, c'est Vincent Godefroy. Qu'est-ce qui vous a intéressé, vous, lorsque justement on a commencé à parler de la restauration collective, de rapprocher en tout cas les producteurs et la restauration scolaire? Donc en fait, on est rentré via Mon Resto Responsable dans la démarche. Ce qui était intéressant dans cette démarche Mon Resto Responsable, c'est que
quelque part, on n'a pas d'obligation. On établit nous-mêmes notre plan d'action et plan d'amélioration. Et donc, on tendait vers un service de meilleure qualité pour nos enfants. Et c'est plus large que la viande ou les légumes, puisque c'est également la suppression du plastique. Voilà, c'est d'autres philosophies. Aujourd'hui, par contre, par rapport à ce que l'on a déjà pu évoquer au cours de cette conférence, au niveau de la collectivité, il va absolument falloir que l'on arrive à s'entendre. C'est donc des projets territoriaux qu'il faut mettre en place. La commune elle-même ne pourra pas répondre à cette loi pour plusieurs raisons. D'abord, alors tout à l'heure on évoquait sur le point de vue matériel, on a effectivement des aides dans le cadre du plan de relance. Donc nous-mêmes, on en bénéficie sur la commune. Mais par contre, ça ne vient pas compenser le temps en main-d'œuvre qu'il nous faut, puisque si je prends un exemple concret aujourd'hui, si on reçoit une facture d'un de nos fournisseurs, certains produits sont labellisés, d'autres non, eh bien on est obligé de saisir toutes les lignes une par une en précisant sur un simple fichier Excel que c'est du labellisé, que c'est du bio et qu'on donne le montant, puisqu'en fait, le pourcentage est lié au montant. C'est le tarif qui rentre en compte. Donc si on est 100% avec du pain bio et qu'à l'inverse, au niveau de la viande, on est très faible, eh bien ça nous rapporte quasiment rien par rapport à cette loi des 50%. Donc il va falloir que l'on travaille sur ça. Ça veut dire aussi qu'au niveau des collectivités, il faut absolument que les élus comprennent, et ça a très bien été cité tout à l'heure par un des membres de la conférence, que en fait, on revoit complètement les modes de fonctionnement et ce n'est pas juste changer de fournisseur. Aujourd'hui, ça, c'est pas assimilé par la totalité des élus. On ne se rend pas compte du travail qu'il y a à bâtir derrière cette loi. Donc c'est aussi une opportunité pour nous, élus, de revoir et de travailler ensemble, donc de revoir nos positionnements et de faire fi des idées politiques, puisqu'on a tous intérêt à manger des produits de bonne qualité. Donc ça devrait être facile de nous mettre d'accord, tout du moins je l'espère. C'est aussi savoir où on met la compétence alimentation, puisque c'est la commune, mais sur d'autres territoires, ça peut être la communauté de communes. Il y a également plusieurs niveaux. Sur une commune, on peut avoir un collège et une école primaire, mais pour cette commune, le collège dépend du département, l'école primaire peut dépendre de la commune, et pour autant, si les parents ont des enfants dans chacun des établissements, il faudra avoir la même qualité des produits, sinon ils ne comprendraient pas. Et puis par rapport aux coûts, il va falloir aussi avoir des vraies politiques d'achat, une meilleure gestion de nos coûts sur des communes. Nous, aujourd'hui, on est une commune de 2000 habitants, ça représente 75% à peu près des communes nationales. C'est compliqué d'augmenter le prix du repas quand on va dire qu'on a besoin de plus de main-d'œuvre, qu'il faut qu'on achète des produits de meilleure qualité. Et puis dans ces produits de meilleure qualité, on l'a dit, aujourd'hui, on ne peut plus travailler avec les producteurs locaux parce qu'ils ne sont pas forcément labellisés. Ils ne veulent pas non plus forcément travailler avec la restauration collective puisqu'ils font face à des contraintes administratives. Ils doivent avoir aussi certains agréments qu'ils n'ont pas nécessairement. C'est le cas par exemple du boucher qui vient de s'installer sur notre commune. Il n'a pas les agréments pour travailler avec notre restaurant scolaire. Donc en fait, il va absolument falloir que l'on travaille, non pas au niveau communal, mais je le répète, sur des instances plus hautes comme les communautés de communes, qu'on clarifie où on met la compétence restauration collective, et puis sensibiliser les élus sur l'importance du projet. Lorsque vous en parlez avec des collègues élus, quelle est la perception? Est-ce que vous les sentez concernés par cette problématique de la restauration collective? Alors, le mieux manger, tous les élus sont concernés. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, comme on cherche les producteurs, on arrive presque dans un système concurrentiel. C'est-à-dire que si un producteur veut travailler avec la restauration collective, eh bien, on va essayer de se battre pour qu'il travaille davantage pour nous que pour la commune voisine. Et ça va à l'inverse de la démarche qui doit être engagée sur un projet de territoire. Très intéressant. Merci beaucoup Vincent Godefroy. Cette restauration collective aujourd'hui travaille à améliorer la qualité des repas tout en maîtrisant les coûts. Ça demande de l'organisation, ça demande du changement, mais en tout cas il y a un vrai dynamisme et ça on l'a entendu ce matin ici pendant cette conférence, un vrai dynamisme de la restauration collective. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, d'avoir participé à cette conférence. Je vous remercie également. On peut applaudir nos intervenants, nos invités. Merci.